Les héros du Japon contemporain, ce sont généralement des personnages de fiction. Et derrière eux, bien sûr, ceux qui les ont créés. Le Japan Pop Show à Montreuil, près de Paris, est devenu l'un des rendez-vous incontournables des passionnés de la culture populaire japonaise. Ces événements, appelés des conventions, rassemblent des dizaines de milliers de personnes de tout âge qui ont un intérêt commun pour les mangas, les jeux vidéo ou encore le cosplay, l'art de se déguiser en personnage animé et de lui donner vie. Hua Cheng, la vingtaine, participe à au moins 5 conventions par an. Incarner un personnage, ça permet de tester des choses que, par exemple, dans mon propre caractère, je n'essayerais pas. Dans la foule, où réel et virtuel s'entremêlent, nous partons à la rencontre des Iconiques, une troupe de cosplayers strasbourgeois. Ce jour-là, ils ont une scène et un stand à leur disposition où ils assurent l'animation et partagent leur passion pour la culture kawaii, où règne le culte du mignon. Je suis fan du cosplay, ça fait une vingtaine d'années que je fais les costumes. Je suis tombée dedans toute petite avec le Club Dorothée. Dans le manga, je découvre des histoires de princesses magiques, de fées qui ont des pouvoirs fantastiques. Et du jour au lendemain, j'allume ma télé et ce que j'ai lu dans ces livres noir et blanc, ça devient une image qui bouge à la télé en couleur. Et à partir de là, j'ai pas cessé de rêver. Comme Shiwasu, des générations entières de petits Français ont été biberonnés aux animés, mangas, jeux vidéo et autres produits dérivés issus du Japon. Un phénomène social qui trouve ses origines dans les années 70, lorsque les premiers mangas arrivent sur les étals des libraires. Et dans les programmes pour la jeunesse, on assiste à la diffusion des premiers animés comme Astro Boy, Goldorak et Albator. Lors des 2 décennies suivantes, les productions japonaises inondent l'Hexagone, notamment grâce à l'émission Club Dorothée. Les jeunes Français découvrent alors des séries et films animés aujourd'hui cultes, à l'image de Dragon Ball d'Akira Toriyama et des longs métrages du studio Ghibli. J'ai découvert ça sur Récréa 2, mais surtout, j'ai découvert ces jouets dans une brocante avec mon père quand j'avais 7 ans. Et dans une caisse, on trouve comme ça un Goldorak et un Raidin. C'est des objets, des jouets d'un autre temps, d'une autre époque, qui sont des témoins vraiment même de la première fois en fait que débarquait, qu'arrivait en Occident tout cet onirisme japonais. De cette époque, Baptiste Caillot, 38 ans, a gardé de précieux souvenirs, ceux d'une enfance vécue dans l'insouciance et l'émerveillement. Alors là, nous avons le Blackfire, qui est une pièce unique, et c'est en fait un hommage à la fois aux robots et à la fois, on peut le voir, aux samouraïs un peu, et aux armures de samouraïs. Nous le rencontrons à l'espace Richaud à Versailles, où il expose une collection unique de 300 jouets et robots de cette période. Boîtes, notices d'origine, un travail de conservation auquel il a consacré 20 ans de sa vie. Et je pense que ces robots, cette collection est un fil qui me relie à cette époque, inévitablement. Et je pense que c'est quelque chose qui me permet de toujours rester un enfant. Et c'était la première fois aussi qu'en France, on avait cette notion de merchandising et de produits dérivés. Donc ils inondaient un petit peu le marché avec ça, et les enfants étaient totalement réceptifs, encore une fois, à cet imaginaire qui venait les bouleverser complètement. Pour comprendre cette influence, il faut remonter le temps, jusqu'à la fin de la Seconde Guerre mondiale en 1945. L'archipel est exsangue et passe sous occupation américaine. Les États-Unis vont remodeler l'image du Japon militariste et conquérant pour en faire dans les esprits un pays pacifique en pleine mutation. Les Japonais vont alors assimiler les cultures occidentales, utiliser les transferts de technologie, mais sans dénaturer leurs traditions. Ce métissage signe les prémices du Bunka Power ou Soft Power nippon et le développement d'une image de marque nationale. Les industries de l'animé et du jeu vidéo deviennent des machines à cash pour le Japon, qui engrange grâce aux grands conglomérats des centaines de milliards de yens chaque année. Le Japon est effectivement une superpuissance d'un point de vue culturel. Si on fait référence à la fois à cette culture populaire qui se diffuse beaucoup, mais aussi la haute culture. Les arts japonais, les arts traditionnels, même parfois japonais, sont aujourd'hui reconnus à leur juste valeur. Ça va servir l'image de ce pays, ça va servir aussi non seulement son attractivité, mais son activité
au niveau économique parce que ça va générer des revenus, ça va développer le tourisme déjà pour commencer. Et puis vous avez évidemment une multitude d'activités qui sont liées à cette dimension culturelle. La France y est très réceptive. Le pays est aujourd'hui le deuxième plus gros consommateur de manga au monde derrière le Japon. En partie grâce à ses admirateurs comme la cosplayeuse Shiwasu, qui continuent de transmettre leur passion. Merci à vous aussi, public de Paris, vous avez été incroyable à soutenir le cosplay. On a ces moments de pause, d'émerveillement, de fuite, juste en mettant un costume, en retrouvant les amis et en se retrouvant en convention. Dans un univers qui leur permet d'échapper un temps aux responsabilités de la vie d'adulte et de garder leur âme d'enfant.